l'émission Le réseau, premier levier d'influence. Je suis Amandine Allard, je suis directrice client pour la société Transdev Normandie. Transdev Normandie exploite des réseaux de transport urbain. Bonjour Annie. Bonjour Amandine. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai aujourd'hui. Oui. Moi, ça fait 18 mois que je suis arrivée en Normandie et pour autant que je te connais, et je te connais par le biais de notre réseau, même si c'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai, on se voit pour la première fois, on a échangé en visio et donc voilà, c'est vraiment aussi la magie du réseau. Donc moi je m'appelle effectivement Annie Grenier, je suis dirigeante de la société Overspeed que j'ai créée il y a 16 ans maintenant. Et donc nous sommes spécialisés dans la création, le développement et la fabrication de produits électroniques connectés. Donc, on a échangé chacune sur ce qu'était pour nous la notion de réseau. Et c'est vrai que moi, dans mon métier, le réseau, eh bien, si on reprend des analogies avec l'électronique, c'est par exemple avoir du réseau, c'est avoir de la bande passante, donc c'est avoir de la connexion, et c'est transmettre les infos et les données, s'ouvrir au monde et pouvoir partager. Le réseau, c'est également la connexion, parce que nous, on a des composants qu'il faut relier entre eux sur une carte électronique. Et donc, c'est ça qui crée aussi les bases des produits électroniques connectés. On a aussi des réseaux de neurones, parce qu'il faut créer les logiciels qui vont ensuite faire fonctionner ces cartes électroniques. Donc, c'est la communication, c'est l'intelligence collective, et c'est apporter de la richesse à l'entreprise et à l'individu. Le réseau, c'est le réseau électrique, si on continue les jeux de mots. Donc le réseau électrique, c'est l'énergie. C'est avoir de l'énergie dans tout ce qu'on entreprend. C'est donner de l'impulsion. Et c'est entraîner soi-même et les autres. Et ensuite, le réseau, c'est aller vers les autres. Et donc dans l'électronique, on s'occupe aussi de l'interface utilisateur. C'est hyper important. On ne fait pas que des produits pour nous, on fait des produits pour le grand public et pour les entreprises. Et donc, on s'intéresse aux autres pour créer des interfaces qui soient ergonomiques, qui soient user-friendly, comme on dit maintenant. Et donc, moi, le réseau, ça nourrit ma curiosité parce que je suis curieuse des autres. Et pour moi, c'est l'inclusion aussi. Et c'est ouvrir le champ des possibles. Et pour toi, Amandine, c'est quoi le réseau ? Le réseau, par le prisme de mon métier, le réseau, eh bien, je vais penser au réseau urbain, interurbain. Je vais penser à ce service d'intérêt général, ce réseau en fait, qu'on a tous, qu'on utilise au quotidien. Ce réseau qui nous permet de fonctionner en hub, d'aller seul vers un point, d'avoir un champ des possibles qui s'ouvre et de repartir vers une autre direction avec différents modes de transport, avec une ouverture d'esprit, une ouverture vers la culture, vers d'autres champs de compétences. Le réseau, il a aussi son intérêt s'il est fréquent. Dans notre jargon, on va parler de fréquentation sur les réseaux. Donc il a de sens s'il est utilisé et s'il est partagé par tous, s'il est accessible également. Le réseau aussi, par le prisme de mon métier, eh bien, c'est aussi la possibilité de le rendre tout à fait accessible à tous et de le rendre déterminant pour sa façon d'envisager l'avenir et de se déplacer vers de nouveaux horizons. Annie, tout à l'heure, en présentation de cette table ronde, je te disais, je suis ravie de te rencontrer, c'est la première fois et je me sens en confiance, même si c'est la première fois. Et cette influence, eh bien, elle vient de la recommandation qu'on m'a faite à toi. Donc je suis en confiance parce qu'on m'a dit que du bien de toi, parce que je connais ton métier, même si c'est la première fois qu'on se rencontre. Et cette influence, elle m'a été donnée par mon entourage et mon réseau. On a gagné en rapidité pour se connaître, sans se jauger, sans se tester. Donc cette influence, elle est ultra importante. Ton point de vue à toi, c'est quoi ? C'est vrai qu'on peut se rencontrer par les réseaux sociaux, on peut se rencontrer par effectivement des invitations qu'on peut avoir de manière virtuelle et digitale, mais enfin rien ne vaut quand même le fait de se rencontrer, on est d'accord. Et puis là, c'est aussi une humanité. En fait, c'est pouvoir... voilà, on est des êtres humains, on a besoin de se voir, et en ce moment, la convivialité, elle en prend vraiment un coup. Néanmoins, on continue à garder le fil tendu, ça c'est grâce au digital. Et puis on attend, voilà, on attend de pouvoir vraiment à nouveau retirer tout le temps les masques et pouvoir être ensemble. Mais malgré tout, le réseau, c'est le network,
c'est réseauter, c'est travailler ensemble, construire ensemble. Et puis je crois qu'on a un truc à faire là. Ouais. Annie, je crois qu'en fait, On y il y va a des projets communs, Ouais. et qu'il est temps pour nous d'aller les travailler, de construire notre business et de le construire sur le Ça territoire marche. normand. À toi, Alain. Donc merci Annie, merci Amandine, ça y est, bon, tout est dit, on va quand même essayer de passer un bon moment ensemble, cette émission, 90 minutes au total sur les réseaux, l'influence, les cercles, les clubs, est-ce que c'est un vrai levier de business, un levier pour se booster l'entreprise? On va en parler avec 4 personnages, 4 personnalités juste formidables. Bonjour Aude de Thuin. Bonjour Alain. Alors Aude, déjà merci d'avoir répondu présent à cette invitation, celle de Léa Lassara, notre présidente, et surtout d'avoir quitté le froid de Marrakech pour être dans le grand soleil du Havre aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui à Marrakech, il ne fait pas très beau. Donc j'ai eu cette information par mon mari tout à l'heure. Bon, et tu Mais à vrai partages ta dire, vie entre Marrakech, entre le Maroc et la France, quoi, Ouais. c'est ça? Et je vis entre les deux maintenant, oui. Oui, parce que ma nouvelle société est installée à Marrakech. Enfin, elle est Alors- installée au Maroc, et ce qui a expliqué mon installation là-bas. Alors justement, on va parler avec toi de ta carrière, de tous tes projets. C'est juste formidable, hein, c'est un vrai entrepreneur. Aude de Thuin, la semaine du marketing, c'était elle. Osons la France, c'était elle. Les Women Forum également. Et effectivement, la dernière création, donc c'est Women in Africa. On parlera de plein de choses, de ta vision des réseaux aussi. Comment ça a pu t'aider, comment ça a pu être aussi négatif parfois, avec des grandes joies et parfois des peines et des échecs. Betty, bonjour Betty. Bonjour Alain. Alors Betty, donc ça y est, une vraie Normande qui est du Havre, qui est vraiment du Havre. C'est la partie créative. Il faut toujours un créatif dans une émission. C'est toi pour la partie créative. Tu as étudié au Havre, tu as étudié à Caen, tu as créé une boîte que tu as revendue, tu as créé une deuxième boîte dont on va parler. Et toi alors, il y a quand même un truc qui m'a perturbé, c'est ton changement de vie à cause des coquilles Saint-Jacques. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, pas à cause des coquilles Saint-Jacques, Deux. mais d'une Ouais. coquille Saint-Jacques. Il y a 14 ans, alors que je travaillais dans le cinéma, on m'a demandé de donner un coup de main sur un festival de cuisine qui s'appelait Omnivore. J'étais vraiment pas du tout emballée à l'idée d'aller travailler aux côtés de cuisiniers. Mais l'un d'eux a eu la bonne idée de me faire goûter une coquille Saint-Jacques et ça a été une révélation. Il y en a qui rencontrent Dieu. Moi, j'ai rencontré la coquille Saint-Jacques, Bon, qui pour une Normande est un peu tardif à l'âge que j'avais. il y en a quand même beaucoup du côté du Havre, quoi. Vous aimez les coquilles Saint-Jacques, Laura et Laurie? Bien sûr. Oui. Évidemment, oui. Bon, ça, c'est l'autre duo chic et choc. Elles sont formidables. Elles sont sœurs. Ben, c'est normal, elles se ressemblent, quoi. Elles sont dans un métier qui est extrêmement féminin. Les garages, le grand-père avait créé, le père a développé, le fils y travaille. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu des garages, de la carrosserie. De plus en plus. De plus en plus. Alors, c'est vrai que c'est moins commun que de trouver un homme en carrosserie, mais de plus en plus de femmes, même d'artisans, travaillent avec leur mari. Au secrétariat, on a aussi Même en atelier, je dirais que les carrossiers font de plus en, et les carrossières, chefs d'entreprise, font de plus en plus de place aux femmes en atelier, même s'il y a encore un gros boulot à faire pour aller créer C'est vrai qu'elles ont des plus de espaces. précision que les garçons quand Oui, il bien faut. sûr. Et plus de Comment ça, minutie. bien sûr. La finition, en tout Ah cas. bon, d'accord. Voilà. Bon, en Mais tout cas, bon. vous allez aussi parler de votre entreprise. Vous l'avez lancée, hein, The Carrosserie. Hein, nous sommes en 2016. Votre premier client franchisé, c'était en 2017. C'est une Absolument. boîte qui cartonne. Ça travaille en famille. Ça s'engueule pas trop là en famille parce que Non, 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 non. presque non, pas. vous allez bien. Et on parlera également de votre vision des réseaux, où vous en êtes par rapport à la construction du réseau. Est-ce que ça vous a permis de développer, de trouver vos premiers clients? Est-ce qu'il y a eu des choses négatives aussi sur le réseau? Voilà. Donc là, on a des très jolis témoignages. Léa Lassara, donc la présidente, m'a demandé d'avoir un double rôle aujourd'hui, celui d'animateur de cette table ronde, et je le fais avec vraiment beaucoup de bonheur, et également de témoin en tant qu'entrepreneur pour parler un peu de réseau, parce que c'est vrai que les réseaux, les clubs, les cercles, c'est quelque chose qui a dicté ma vie. Alors, donc, je m'appelle Alain Marty, j'ai 54 ans. Et donc, même si mon sang est catalan, j'adore le Havre. J'ai passé 20 ans au Havre. Je trouve que le Havre a un maire qui est juste formidable. Et c'est pas parce qu'il est dans le coin, mais je le pense sincèrement. Et ma mère était professeure de mathématiques à Saint-Jean, qui est un lycée connu au Havre. D'ailleurs, tout le monde déteste les profs de maths, surtout ceux qui sont mauvais en maths. Et mon père était à côté, donc chez Total. J'ai quitté le Havre donc après mon bac au lycée d'État François 1er, qui à l'époque était un formidable lycée. J'ai l'impression que ça a un peu baissé, pour partir donc à Paris, école de commerce. Et au sortir de l'école, création de ma première entreprise. Donc ça fait 34 ans que je suis entrepreneur. J'ai jamais eu la chance d'être salarié. Puis franchement, j'ai pas envie. Et donc la première société, c'était une société d'exportation de produits de luxe en Chine. Donc on avait récupéré la distribution en exclusivité sur la Chine des parfums Van Cleef, Jourdan, Balmain, Giacomo. Puis on est parti comme ça, avec pas d'argent, mais des grosses envies. Et on a commencé à travailler notamment sur les réseaux, parce que ma compagne de l'époque était la fille du maire de Shanghai, qui m'a présenté les 100 Chinois qui tenaient 1 milliard de personnes. Donc ça, c'était le début d'une vie réseau. Ensuite, retour en France en 90. Et en 1991, création de mon premier club, mon premier réseau,
qui s'appelle le Wine and Business Club. L'idée est de réunir sur le thème de l'économie, de la gastronomie et du vin des dirigeants d'entreprise, des femmes et des hommes évidemment. Donc club lancé en 91 avec en première invité un monsieur qui nous a quitté, Serge Dassault. En 91, c'est un grand patron s'il en faut, n'est-ce pas Aude? Et côté vin, parce que c'est Wine and Business Club, c'était le comte de l'Ursalus, Alexandre de l'Ursalus, qui avait un petit vin de comptoir qui s'appelle le Château d'Yquem. Et je me suis dit, pour cette grande première, avec une star comme Serge Dassault et un grand vin comme l'Yquem, on va exploser les compteurs. Et ce jour-là, nous étions 12 à la soirée. Donc j'ai failli me suicider à la fin de la soirée en me disant, mais c'est pas possible. Et Serge Dassault, qui est un garçon formidable, qui aimait beaucoup les entrepreneurs, m'a dit, Alain, accroche-toi, essaie d'appeler de ma part Jean-Pierre Levade, qui était patron de Crédit Lyonnais à l'époque, également Jean-Marie Messier, qui faisait ses premiers pas chez Vivendi. Et alors je les ai appelés de la part de M. Dassault. Puis c'est vrai qu'on ne lui refusait pas grand-chose à ce monsieur, c'est bien. Et ils sont venus donc pendant les soirées du club pour découvrir et nous aider. Donc le club a grandi jusqu'à la vente du club en 2017 au groupe d'assurance AG2R La Mondiale, qui est un groupe plus ou moins fréquentable. Et donc à l'époque, il y avait 2000 personnes qui participaient à nos soirées et nos événements, en France et également à l'international, et avec des centaines d'entrepreneurs qui venaient. Donc on était à Monaco, à Genève, à Luxembourg. Et tout ça, ça permettait d'avoir des grandes soirées sur le thème de la gastronomie, du vin, c'est la France, et également du business. Donc ça, c'était une jolie aventure. En parallèle, le réseau, gros réseau, j'ai créé pas mal de sociétés, 5 que j'ai créées, revendues, notamment Stratégie Club, qui avait comme métier de construire en marque blanche des clubs pour les entreprises. Et 100% de mes clients, donc les Ford, les Jaguar, les Bouygues Télécom Entreprises, les SAP, les Microsoft, étaient membres du Wine. Donc ça restait un peu en consanguinité. Et j'ai revendu cette société à un autre membre du Wine Business Club, une société qui s'appelle Phone Marketing. Donc voilà, le réseau, ça permet quand même de développer. Il faut aussi qu'il y ait une notion de fidélité. On en parlera tout à l'heure dans le réseau. Est-ce que ça a un début? Est-ce que ça a une fin? Voilà, ça c'est important. Et aujourd'hui, donc les différents métiers. Donc j'ai une activité événementielle dès que M. Covid acceptera qu'on se réunisse avec le cercle de l'économie et des grands vins, qui est un copier-coller du Wine Business Club. Un cercle également sur le thème du sport et du rugby, qui fédère 500 dirigeants d'entreprise, 900 pour le cercle, 500 pour le sport. Et à côté, une activité dans les médias, avec, parce que bon, on aime bien parler, avec une dizaine de radios, des radios thématiques, DRH Radio, DAF Radio, DSI Radio. Tout ça, c'est pareil, c'est les sponsors que je connais depuis très longtemps. Et puis une dernière activité qu'on va lancer la semaine prochaine, qui malheureusement est d'actualité, donc une société qui s'appelle Bicomex, pour aider les dirigeants d'entreprise qui sont sur le carreau, qui sont au chômage, ou qui ont déposé le bilan de leur société, à rebondir, à trouver un boulot, parce que quand on a des petits soucis, on dit utiliser son carnet d'adresse, mais ça, on atteint un plafond de verre. Et puis une fois qu'on a appelé 15 fois au 2 en lui disant « je cherche du boulot », Aude, elle n'est pas bête, elle a compris de chercher du boulot. Donc nous, on va essayer d'ouvrir notre carnet d'adresse, nos 100 000 dirigeants d'entreprise, pour les aider, si possible, à retrouver un job ou alors une mission. Voilà. Et pour terminer, donc j'ai écrit 6 bouquins sur les réseaux d'influence. Ça s'appelle Réseau d'influence, guide du networking depuis 1994. Et la 7e édition sortira donc en juin 2021. Voilà, terminé pour la partie réseau. Et on revient sur la partie animation avec Betty. Alors Betty, donc 100% havraise. Donc toi, études dans la création artistique. Tu t'es baladé de Copenhague à Bruxelles, à Paris. Raconte-nous un peu ta vie. Tu es très attaché au Havre. Ta famille est havraise, une famille modeste. Et tu es très fier de l'être. Oui, du coup, née au Havre, j'y ai passé jusque mes 18 ans, jusque l'amour du théâtre et le rêve de devenir comédienne m'emmène à Caen pour suivre un DUG art du spectacle. Et une fois sur place, je me suis rendu compte que la créativité était peut-être en moi, mais n'était pas moi et que je n'étais pas une aussi bonne comédienne que cela. Mais pas d'aigreur de ce côté-là. Il y en a qui veulent être champions du monde de foot, qui ne le sont pas. Quoi. Oui. Exactement. Et, mais du coup, j'avais cette capacité, quand j'étais passionnée par quelque chose, d'emmener un public avec moi. Et si je ne pouvais pas être le créateur, j'ai trouvé un rôle important d'être celui du trait d'union entre le créateur et le public. Et on a toujours besoin de ce trait d'union. Et j'aimais pouvoir amener des personnes à découvrir ce qui, moi, m'émouvait ou voilà, me touchait. Et donc, j'ai continué comme ça dans la partie culturelle jusqu'à faire politique et médiation culturelle. Et après, tu as créé une première société, c'est ça? Que tu as revendue ensuite, hein? Oui. Alors, d'abord, il y a eu un magazine au Havre voilà, qui s'appelait Smakeluk. La Belgique était déjà là. Oui, c'est l'Europe, ça tombe bien, c'est une ville européenne. Mais voilà, avec une associée belge, et on voulait parler de cuisine absolument, et on voulait le faire sous un jour que personne n'avait idée aujourd'hui. On s'est dit qu'il nous fallait un nom un peu ovni, et Smakele, qui veut dire bon appétit en flamand, était bien, mais ça nous semblait encore un peu trop simple, donc on avait enlevé toutes les voyelles. Donc on s'appelait SMKLK.
Bon. Mais Et il y avait des gens qui le lisaient quand même, ce magazine. ouais, beaucoup. Heureusement pour nous, les hashtags n'existaient pas encore, donc on n'avait pas besoin d'essayer de nous retrouver sur Internet. Ouais. Non, oui, c'était un magazine gratuit, du coup, qui fonctionnait très bien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, il était gratuit, et il ne vivait qu'avec les annonceurs, Ouais. et la cuisine n'était Je pas sens encore... que la fin n'est pas terrible. Là. Les annonceurs n'étaient pas encore à ce point convaincus que la cuisine pouvait ameuter les foules. Et après, donc, une boîte de relations publiques, c'est ça? De relations presse. Après, j'ai été du coup embauchée par une boîte de relations publiques que j'ai quittée pour monter la mienne. Et où on s'occupait du coup d'une douzaine de chefs dans 8 pays différents sur tout ce qui était développement de leur influence sur une scène internationale. Et l'un d'eux m'a emmenée en Belgique et je suis rentrée en interne avec lui pour monter un groupe hôtelier du coup. Sur tout ce qui était développement d'une image d'une haute gastronomie durable, prouver qu'on peut être multi-étoilé et avoir zéro déchet en cuisine. Et voilà, je suis restée 5 ans avant que Le Havre me manque. Et que, Mais oui, on revient quoi. Et donc là, aujourd'hui, What the Fork, c'est quoi exactement? What the Fork, c'est un laboratoire impertinent qui réfléchit la cuisine créative et durable. Donc on organise des formations pour apprendre de nouvelles techniques et travailler justement à être plus durable en cuisine. Ça pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, pour apprendre à aimer et s'amuser à la maison en cuisinant ensemble. On accompagne tout ce qui est sur la communication des acteurs culinaires pour essayer de mettre en place des nouvelles stratégies de communication qui permettent de mettre en avant leur accent sur le côté durable aussi. On crée des objets, toujours pour partager la cuisine ou autre. On s'amuse un peu. On mange, on boit. Tu es très gourmande. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors on boit avec modération, mais quand même régulièrement. Oui. C'est important dans la vie. Quoi. Et alors là, cette société, donc elle est basée au Havre. Tu es contente. Exactement. Tu as des projets. Tu devais lever 600 000 € et Covid arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bof, on passe de 600 à 200. Voilà. Manque des sous. Et il y a quelques jours, tu as dit, bon, on va attendre un peu, non? Voilà. Du coup, l'idée, c'est que ce laboratoire devienne une véritable maison de cuisine, c'est-à-dire un lieu physique dans lequel on apprend la cuisine. Aujourd'hui, tout le monde parle du bien manger, mais quand on parle du bien manger, on parle de la sélection des produits, d'aller chez le producteur, de manger local et de saison. Mais une fois qu'on a trouvé ces produits, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Et là, on laisse un peu les personnes se débrouiller. Et il y a beaucoup d'étapes. Il faut apprendre à s'en occuper, apprendre à cuisiner, s'outiller, avoir les bons ustensiles. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, essayer de rechercher de l'inspiration pour faire d'autres recettes. Nous, on a envie de répondre à tout cela en un seul lieu. Donc une maison de cuisine, la maison What the Fork, qui proposera Sera une basée école. donc au Havre. Hein. Oui, au Havre. On a trouvé un magnifique lieu en centre-ville. 1300 mètres carrés. Oui. Ça en fait des steaks et des bouteilles. Hein. 300 mètres carrés pour ma cave. Oui, voilà. Non, sur 3 étages. Donc un étage, une école de cuisine ouverte pour les professionnels, les particuliers et les enfants, parce qu'on a vraiment envie de mettre les enfants en cuisine. Ce sont les couteaux. Une partie magasin, art de la table et ustensiles culinaires et professionnels, et une partie librairie spécialisée. Et donc tu cherches des sous alors? Maintenant, je cherche beaucoup de sous. Ah, beaucoup de sous. Hein. C'est Beaucoup. pas un peu, c'est beaucoup. C'est non, combien non. d'ailleurs? On a quand même un peu baissé. Il nous reste encore 400 000 à trouver. 400 000 pour boucler. Oui. Et alors, quand tu allais voir tes amis banquiers, là, tu as un parcours artistique, ils aiment beaucoup les créatifs, les artistes et les banquiers, non? Ça s'est bien Oui. passé naturellement ou pas? Alors, l'avantage, c'est que depuis 14 ans, je suis moins créative et beaucoup plus... Business, quoi. Voilà, beaucoup plus business et j'ai eu la chance d'accompagner des grands noms de la cuisine. Donc, Ouais. voilà, il y a aujourd'hui une étiquette et une caution sérieuse autour de mon nom qui me permet quand même... Donc, Betty, tu vas témoigner dans quelques instants, une fois qu'on a terminé le parcours, là, sur les réseaux, les clubs, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte aujourd'hui, hein, tes espoirs aussi, avec donc, le duo Chic et Choc qui est là, hein, avec Lucie Laura, Lucie. Alors, racontez-nous, donc, vous, alors, on a une adresse, vous êtes de Caen. Ah La oui, famille nous, on est- de Caen. On est Né né à c'est le- Caen, on travaille à Caen. Voilà, et c'est le grand-père qui a lancé la boîte, le tout début dans les garages, quoi. Alors, dans la famille, effectivement, c'est papy qui a commencé dans les années 50 à ouvrir le premier garage, route de Paris à Mondeville. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toutes les concessions automobiles. À l'époque, c'était le seul avec sa petite station essence. Et lui en atelier et mamie à la pompe à essence et à la comptabilité. Ensuite, mon papa qui a repris dans les années 90. 90, oui. Voilà. Et bien, Lucie et moi, on a essayé de faire autre chose que le garage, hein, quand même. Moi,
J'ai commencé des études d'infirmière. Oui, c'est ça. C'est un beau métier, ça, infirmière. Il y a... C'est beau métier. Et pourquoi t'as arrêté? Tu t'es rendu compte que ça marchait pas, quoi. J'avais pas la fibre, et puis je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait en fait. Il manquait un peu de cambouis peut-être dans ta vie. Ah ouais. Et toi, Laura, donc tu as débuté dans l'immobilier. On le sent, tu as la patate, là, c'était décoratrice. Ouais, alors j'ai fait un bac littéraire, donc avec mes copines, je suis partie en littéraire parce qu'il y avait tous mes amis et ça me plaisait bien. Et puis ensuite, un BTS qui n'avait rien à voir avec ce bac, puisque je suis allée vers un BTS commerce, où j'ai travaillé directement, puisque j'étais en alternance dans l'immobilier. J'y suis restée 3 ans, donc j'ai vendu des maisons, des appartements. On arrête tout ça, quoi. Donc, ouais, nous sommes en 2016, les deux sœurs décident de créer The Carrosserie. Alors racontez-nous la genèse de l'idée et puis après le concept. La genèse de l'idée, c'est que du coup, quand on a quitté chacune nos métiers respectifs d'infirmière et d'agent immobilier, on a rejoint donc papa dans ses entreprises et on lui a donné un coup de pouce toutes les deux sur des jobs différents. Oui, moi j'étais plus chef d'atelier dans un garage Peugeot classique. Voilà. Moi, j'ai posé mes bagages à la carrosserie pendant 8 ans en tant que responsable de carrosserie, donc à gérer tout un tas de choses que ça peut représenter un atelier de carrosserie. Et on a souffert en 2013 économiquement à la carrosserie en perdant des agréments d'assurance tout simplement. Et on s'est dit, punaise, demain, je perds 40% de mon chiffre d'affaires parce que les apporteurs d'affaires nous lâchent. Comment on va faire? Est-ce que je dois licencier ou est-ce qu'on peut se réinventer et rebondir sans ces apporteurs? Et on a choisi cette option-là avec Lucie. Et puis on a mis en place un concept commercial d'un autre établissement qui a super bien marché puisqu'on a commencé à gagner des sous en carrosserie. Donc c'était chouette. Et ce concept a si bien marché que des carrossiers un peu partout sont intéressés tranquillement à ce qu'on faisait, nous ont contactés. Et c'est là où on s'est dit, ce qu'on fait, peut-être que c'est pas juste nous qui avons ce problème, mais peut-être que c'est collectif. Et peut-être qu'on serait nombreux à avoir envie de porter le même blason, le même concept et qu'on serait un peu plus fort. Donc ça a été créé en 2016 avec le premier franchisé. Alors, en 2017. Le concept, on l'a mis en place dans notre carrosserie en 2013. De 2013 à 2015, testé, validé. Joli succès en périphérie caennaise, à Bretteville-l'Orgueilleuse. Voilà, et après, en fait, on a décidé, Laura et moi, de partir de l'entreprise familiale et de se construire. On coupe le cordon. Voilà, exactement. On coupe le cordon ombilical, on s'émancipe. Un gros exactement, là. Voilà, on s'est émancipés toutes les deux. On avait de toute manière en nous cette envie de... Donc là, vous n'aviez pas d'argent? Non. Rien. On est reparti à pied. Vous aviez très envie. Ah oui, on avait vraiment envie. Très envie, mais pas En fait, pendant 2 ans, on a testé quelque chose qui fonctionnait et on avait vraiment envie de le modéliser, de faire quelque chose pour peut-être d'autres carrossiers, qu'on puisse en faire profiter d'autres. Sauf qu'en famille, c'était pas possible. Non. Donc aujourd'hui, la résonance, elle est nationale. Vous avez 70 partenaires. Il reste encore plein de villes à conquérir. Le terrain de jeu est énorme. Plein. Alors, comment ça marche, votre business model? On parle un peu d'argent quand même, c'est pas tabou. Il y a des droits d'entrée, qu'est-ce qui se passe? Comme un modèle de franchise, en fait, on développe du coup la marque The Carrosserie à travers des garages et des ateliers de carrosserie un peu partout en France. Le modèle éco, c'est celui de la franchise. Un contrat de partenariat sur 5 ans avec des droits d'entrée, tout un pack de démarrage à l'intérieur de ces droits d'entrée, bien sûr, puisqu'on met plein de choses en place pour que le business arrive chez nos carrossiers assez rapidement. Et puis ensuite, l'abonnement mensuel qui nous permet de communiquer pour eux sur leur zone de chalandise à travers notamment énormément les réseaux sociaux. Donc le terme réseau est vraiment très important pour nous. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, mais c'est ça, des royalties, puisqu'on gagne, nous, notre vie à travers le chiffre d'affaires qu'ils réalisent grâce à l'enseigne. Plus ça marche pour eux, plus ça marche pour vous également. Exactement, c'est gagnant-gagnant. À fond la caisse, Oui, alors vous les chouchoutez, c'est un peu une tribu que vous avez créée, non? Je dirais presque des famille, on peut même dire des fois, c'est un peu comme... On est un peu comme des mamans, presque. Des mamans. Alors, vous avez 2 enfants, Betty 2, et puis Aude, il y en a 4. Voilà, 1 plus 3. Voilà. Et alors, donc, vous passez du temps pour les... Parce que c'est bien de vendre une fois, mais il faut qu'il y ait de la récurrence. Oui. Ah bah oui, Ils restent chez vous et ils sont de plus en plus heureux. Racontez-nous. Oui, ceux qu'on signait en tout premier en 2016, par exemple, viennent de re-signer chez nous. Ouais, Donc, ils sont repartis là. Au début, on était sur 3 ans. Et non, on les chouchoute forcément. Et puis, plus on grossit, moins on attend forcément au cas par cas, mais on attache quand même beaucoup d'importance de maintenir un lien, même si on reste les fondatrices et que maintenant on a une équipe. Voilà, on est toujours au cœur de leur vie. Les premiers franchisés n'aiment pas quand on délègue. Vous gagnez un peu de sous là parce que vous avez quand même passé 3 ans sans avoir de sous.
Oui. Ouais. Là, Oui. ça y est, ça commence à Bah, arriver. En fait, c'est ça, c'est un truc qu'on n'imagine pas du tout quand on entreprend. On se dit, ah, je vais avoir 2 ans de chômage, ça va, dans 2 ans, Ouais. tranquille, on va Voilà. Bien sûr. normalement on va pouvoir sortir au moins un SMIC. Bah non, parce qu'au bout de 2 ans, Pas l'activité, elle est là, forcément, elle est chouette. Ouais. Mais en fait, il faut recruter parce Faut que si recruter. on veut avancer plus vite, on peut plus faire les choses seul. Mm. Donc les premiers salaires finalement sont pour des salariés. autres Voilà. Et nous, on sert plus tard, mais Mm. c'est pas grave parce qu'on voit le projet qui avance, etc. Et dans le Aujourd'hui, bien sûr. capital, justement, Lucie et Laura, il n'y a que vous, parce que vous avez fait 2 petites levées, Friends and Family, des gens qui ont cru en vous, qui vous ont accompagné, notamment des fournisseurs. Ouais. Alors, pas vraiment des fournisseurs. En fait, donc on a commencé toutes les deux. Et ensuite, ce sont des prestataires avec qui, qu'on a rencontrés justement grâce au réseau, qui nous ont rejoints, qui ont décidé de participer à l'aventure pleinement, puisque ils sont devenus nos associés. Notre développeur web et, Et notre graphiste. graphiste. Voilà. Et ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds. Et là, ce sont d'autres prestataires avec qui on travaillait plutôt dans la finance, ceux qui nous ont accompagnés pour construire notre BP, pour nous donner des bonnes C'est impulsions. ceux qui vous accompagnaient pour trouver des sous, qui ont mis des sous chez vous. Ouais, ils nous ont dit, Exactement. bon les filles, on a un truc à vous dire. Voilà. On a tout ficelé. En fait, il n'y a pas besoin d'autant d'argent que ça. Et puis, si vous voulez, nous, on vient Nous, on va avec les vous. mettre, Voilà. On vient. Bon. Et puis, On aujourd'hui, va c'est revenir vraiment tout des à l'heure vers mentors. vous pour parler de réseau, de club, comment vous avez fait. Vous êtes au début de votre aventure réseau, mais vous avez déjà un bel esprit. Alors, Aude, tu as toujours aimé entreprendre, toi, toute ta vie. Tu as déjà été salarié ou pas? J'ai été salarié 2 fois 1 an. 2 fois 1 an, quoi. Oui, c'est tout. Alors, un premier souvenir qui a été marquant dans une création, puis après une revente au groupe Lagardère, donc la semaine du marketing. Oui, ça a été ma première grosse entreprise. Mais en fait, j'avais créé une première entreprise à l'âge de 22 ans. Et c'est juste après que j'ai été salarié 2 fois 1 an. Et je ne suis pas restée parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait l'entreprise. Enfin, c'est-à-dire que c'est assez spécial. Dans une des entreprises, au bout d'1 mois, le bruit courait que j'étais là parce que j'étais la maîtresse du président. C'était vrai ou pas? On peut le dire maintenant. Mais il y a non, pas de c'est pas question. vrai. Ah, c'est pas Non. vrai. Et si ça avait été vrai, je l'aurais dit, effectivement. Je veux dire, il y a, à mon âge, pas de raison de cacher ce genre de truc. Et donc, j'étais absolument choquée de voir comment ça fonctionnait. Et l'autre patron que j'ai eu, ça n'a pas duré non plus très longtemps parce que je trouvais qu'il n'avait pas d'éthique professionnelle. Je trouvais qu'il était doué, mais sans éthique. Et là, je me suis dit que c'était pas quelque chose qui me convenait et que je sentais aussi que j'avais un tempérament qui pouvait me permettre d'aller plus loin. Et donc, sans aucune expérience, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 22 ans. Et puis, il est Et arrivé... tu l'as revendu donc après au groupe Lagardère. Alors, non, ça c'était avant. Et puis ensuite, j'ai créé effectivement la Semaine internationale du marketing direct, qui était l'ancêtre d'Internet, que j'ai revendu à la CEP, à CEP Comment Communication. c'est le bon moment pour vendre une boîte? Quand on a 22 propositions de rachat. C'était le cas? C'était le cas. J'étais numéro 2 européen. Et j'avais jamais réussi à devenir numéro 1 européen, mais j'étais quand même numéro 2. Et donc j'avais une boîte qui fonctionnait bien, et j'ai eu 22 propositions de rachat. Plein de Et- courtisans. Alors, Ouais, plein. l'art du J'adorais jardin, ça. l'art du jardin, c'est également un événement exceptionnel. Donc là, tu l'as créé, tu l'as vendu, tu l'as repris et tu l'as planté, Alors, ce qui est logique oui, pour un jardin. alors ça, si, je vais donner une petite anecdote. De toute façon, ma vie est bourrée d'anecdotes. J'ai créé l'art du jardin parce que dans l'intervalle entre la vente de mon entreprise précédente, de la semaine du marketing direct, et l'art du jardin, il y a eu un phénomène qui est important dans ma vie, puisque je me suis remariée avec un homme, ça fait 31 ans, et on avait décidé qu'on n'aurait pas d'enfants et qu'on allait se faire une maison en Corse. On a reçu 3 bombes dans notre maison, ce qui en Corse, c'est une chose qui arrivait plus. 3, non. c'est pas tant que ça. En fait. Oui. Et donc, j'avais vendu ma boîte, donc j'avais décidé de me consacrer à la création de cette maison. J'avais considéré surtout que je n'étais plus mariée avec ma boîte. Et c'était important. Tout d'un coup, je découvrais ce qu'était le vrai bonheur, et qui continue, d'ailleurs, c'était il y a 31 ans. Et de recevoir 3 bombes est un choc que peu de gens, heureusement, connaissent. Et j'ai eu besoin de retravailler. Et à ce moment-là, on était au début des années 90. Donc j'avais d'abord les moyens. J'avais vendu ma boîte très bien, puisque quand on a plusieurs offres et plusieurs acheteurs, plusieurs prétendants, évidemment, les Tu l'avais prix vendu montent. combien? Cher. Ah, mais cher. Non, cher. cher, c'était, je sais pas, c'était en francs, cher. D'accord. Voilà. Et en Et- euros, ça fait combien en euros à peu près?
Ça fait cher aussi. Il ne va pas me lâcher là-dessus. Et donc, j'ai décidé, il y avait quelque chose que nous aimions beaucoup avec mon mari, qui était le jardin. Et j'étais allée, nous avions eu l'occasion d'aller au Chelsea Flower Show de Londres, qui était la première et toujours la plus grande manifestation de jardin. Et il se trouve que dans les années 90, il y avait cette crise économique qu'on a connue, et il y avait un besoin qu'on retrouve aujourd'hui encore de recentrage, ce que les psychologues appelaient ces valeurs de récurrence sur le jardin, sur des phénomènes naturels et sur autre chose dans le monde. Et moi, j'ai toujours adoré créer des entreprises qui étaient axées sur les mouvements sociologiques. Et j'ai eu l'idée donc de créer l'Art du Jardin, et je suis restée aussi avec cette entreprise que j'ai gardée 11 ans. Je suis restée deuxième, pareil, européen. Je n'ai jamais réussi à dégommer les Anglais parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Mais néanmoins, l'Art du Jardin a été Donc, tu as revendu l'affaire. Alors, j'avais créé en même temps, oui, j'ai créé en même temps dans ce même groupe un salon qui a cartonné. L'Art du Jardin était plus difficile à gérer puisqu'il était en plein air et j'étais dépendante de la météo. Alors, donc, j'avais besoin d'une activité qui était un peu dans le même secteur, en tout cas sur le plan sociologique, puisque c'est tout ce que j'aime. Et j'ai créé le salon Création et Savoir-faire sur le phénomène du do-it-yourself, tout simplement parce que ma grand-mère disait, quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre. Et ça disait beaucoup. Et ça a cartonné. Et c'est cette société que Lagardère m'a rachetée. Directement. Ouais. Et donc, pareil, 22 propositions? Non, j'ai eu beaucoup moins de propositions. J'avais des propositions pour le salon Création et Savoir-faire qui gagnait énormément d'argent, et je n'en avais pas pour l'Art du Jardin qui était comme ça. C'était d'ailleurs, je disais que c'était une affaire crise cardiaque. C'était juste un truc de fou. Et le problème, c'est j'avais envie à ce moment-là. C'est assez marrant ce qui s'est passé parce que j'avais beaucoup de succès avec mes entreprises et on parlait beaucoup de moi dans la presse, et je pensais de façon assez prétentieuse que je pensais le monde de demain. Et il y avait le Forum économique de Davos. Et j'ai voulu y aller. Et ça a été la grande révélateur, quoi. Ça a été révélateur parce que je voulais aller à Davos, parce qu'on disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. Et moi aussi, je pensais le monde de demain et que je réfléchissais de façon normale, d'ailleurs, à l'évolution de ce monde. Et j'ai posé ma candidature en 2000, 2001, 2002 et je n'ai jamais eu de réponse. Et j'ai compris assez rapidement que je n'avais pas de réponse parce que j'étais une femme. Oui. Il se trouve que je suis bretonne et que de temps en temps j'ai des colères. Et têtue souvent. Et têtue aussi. Une qualité. Oui, absolument. Et donc tu as créé le Women's Forum? J'ai créé le Women's Forum, oui, from scratch. Je l'ai créé parce que j'étais en colère réellement de penser que des hommes pouvaient penser le monde sans les femmes, alors que nous sommes 50% de la population, un peu plus même. Donc là, tu as réuni ton réseau, des convergents. Alors, je n'avais pas de réseau. Il se trouve que c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette session aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais été dans un réseau, dans aucun réseau, mais je pense que j'ai créé un des plus grands réseaux du monde en créant le Women's Forum, et moi-même, je ne suis dans aucun réseau. J'ai besoin de, je ne sais pas, d'autonomie, de liberté, qui fait que je ne suis pas compatible avec les réseaux. Et combien d'années ça a duré le Forum? Alors, aujourd'hui, le Women's Forum existe encore. Moi, je suis restée 8 ans. J'ai malheureusement perdu de l'argent avec cette société quand il y a eu la crise des subprimes, parce que 50% de mes clients étaient américains. Et Publicis m'a proposé de monter dans le capital. Ils sont rentrés dans la société et puis ils ont fait par augmentation de capital successive. Ils ont racheté l'ensemble. Ils ont racheté, ils m'ont viré. Ça a été extrêmement difficile. On va reparler tout à l'heure effectivement de ces moments difficiles. Dernier projet actuel qui fonctionne très bien, qui est juste passionnant et qui a beaucoup d'ambition. Women in Africa. Women in Africa. Ouais. Après le Women's Forum, les femmes africaines m'ont demandé pendant 4 ans de faire quelque chose pour elles parce qu'elles savent leur force et elles savent que l'Afrique a besoin d'elles. Et donc elles sont venues me chercher. J'ai dit non pendant 4 ans et j'ai fini par dire oui. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai monté quelque chose d'assez important sur lequel on a pris le lead à nouveau. Et ça consiste à faire à la fois à identifier les femmes qui vont compter en Afrique et qui sont en capacité de diriger différents pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que moi, ce que je fais est économique. C'est par l'économie qu'on change la société. Et donc, notre boulot, c'est d'identifier ces femmes africaines pour une simple raison, c'est que les femmes n'ont pas envie de migrer, ni de voir leurs enfants migrer. Et donc, il faut stabiliser les pays. Stabiliser les pays et les femmes
sont capables de faire ça. Elles sont beaucoup moins corrompues que les hommes, à 80%. On a mené des études, on a d'ailleurs un programme sur la prévention de la corruption. Et donc, j'ai monté en même temps une société commerciale et j'ai monté une fondation. La fondation ayant pour objet d'identifier les meilleures entrepreneuses africaines. On a appelé ça WIA 54, qui est l'acronyme de Women in Africa, 54 pays. Et donc, la société commerciale, jusqu'avant le Covid, faisait un sommet économique mondial à Marrakech, d'où mon installation à Marrakech. D'où le temps aller. Oui. Et à côté de ça, nous avons la fondation qui est soutenue par des mécènes français et internationaux. Et nous avons été obligés de changer, donc on en parlera peut-être, notre modèle économique à cause du Covid. Et je fais partie des sociétés qui s'en sortent très très bien après le Covid. Allez, on parle un petit peu de réseau. Betty, d'abord, est-ce que tu fais partie d'un club, d'un cercle, d'un réseau? Et si oui, lesquels? Oui, de deux. Le premier, Femmes et Challenge. Le meilleur. Exactement. Mais pour moi, sans qui aujourd'hui je ne passerais pas toutes ces barrières et qui m'a accompagnée depuis mon premier jour où je suis revenue au Havre. Tu as 36 ans? 36 ans, 36 ans, oui. Et depuis mon retour au Havre, c'est le premier réseau dans lequel j'ai voulu être. Après 10 ans loin, je voulais revenir tranquillement dans la ville et dans le tissu économique et professionnel. Et pour moi, ça se faisait en allant écouter les autres femmes, parce que je suis assez pour la question de la femme à la tête des entreprises. Et Femmes et Challenge me permettait de pouvoir écouter ces femmes et de comprendre un peu mieux le tissu de ce qu'il en était aujourd'hui, 10 ans après, qu'est-ce qu'était le Havre en termes d'entreprise. Et j'y ai trouvé deux mentors absolument formidables, Elise Auteurs et Léa Lassara, qui m'ont accompagnée toute cette année et qui, à chaque fois que j'ai un moment de doute ou quelque chose, sont là. Tu peux les contacter, tu prends des conseils quelque part. Voilà, tout à fait. Et le deuxième, j'ai rejoint le cercle Bouge ta boîte, qui est du coup un cercle national avec des clubs par ville. Et voilà. Pardon ? Marie-Éloi, exactement. Et qui, du coup, là où Femmes et Challenge, je trouve tout ce que j'ai besoin en inspiration, en échange, en bienveillance et en accompagnement. Bouge ta boîte, on est sur des questions très concrètes du business. Vous parlez d'argent librement? On parle d'argent. À chaque réunion, les réunions sont très cadencées et chronométrées pour nous permettre de travailler sur des points de brainstorming pour qu'on sorte des soucis qui peuvent se poser dans la vie de tous les jours de l'entrepreneur. On est sur des coups de boost. Le cercle est censé nous apporter un chiffre d'affaires additionnel à la fin de notre année. Et donc, voilà, il y a un côté très pratique et très pragmatique pour l'entrepreneur que j'aime trouver aussi dans ce cercle-là. Et tu échanges uniquement avec des entrepreneurs normands ou havrais, ou alors il y a une résonance, on va dire, nationale? Alors du coup, avec Femmes et Challenge, sur les forums, les rencontres et tout ce qu'elles peuvent mettre en avant, je rencontre des femmes entrepreneurs d'un peu partout. Et Bouge ta boîte, principalement aujourd'hui localement, mais avec le Covid, tout est passé aussi très digitalement. Donc il y a beaucoup de rencontres qui sont faites. Ça fait du bien de se voir aussi quand même. Hein. Oui. Hein? On adore Zoom et Teams, hein, mais ça fait du bien de se voir, quoi. Complètement. Bon, alors vous, là, Lucie, Laura, là, vous n'êtes pas club encore? Non, on n'est pas club encore. Non, mais on a été quand même impulsés. Oui, ça c'est important. Grâce à un club, un Grâce réseau, à on va un réseau. dire. On est passé par la case incubateur. Nous, du coup, il y a un incubateur féminin qui s'appelle Les Pionnières, Quand la mer. Je crois peut-être qu'ils ont changé de nom aujourd'hui, mais donc voilà, on est passé par là avec une mentor, Laure Lehaut. Betty, elle avait deux. Ouais, qui nous a, marraine. une marraine quoi, qui nous a pris sous son aile et qui nous a montré toutes ses portes, parce que tout le monde nous disait les filles, faut aller pousser les portes. Sauf que nous, on sortait du garage. La porte du garage. Voilà, on a poussé la porte du garage, mais après, toutes ces portes, que ce soit pour les financements, les subventions, se Des loger, il fallait partenaires, trouver un bureau, des partenaires, des Et les confrères. banquiers vous ont aimé tout de suite, là, mais tu êtes très sympa. Franchement, Ouais. oui. Ouais. Ouais, franchement, oui. Je pense qu'ils ont Faut senti... noter l'adresse, Betty. Hein, faut noter l'adresse du banquier. Non, caisse d'épargne, Betty. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Il faut les citer. Ceux qui- Ah non, mais oui, c'est sûr. En fait, on a eu la Rencontrer pendant. chance de rencontrer un banquier pendant un des modules pendant notre incubation avec Quand la mer.
voilà, qui nous a expliqué un petit peu le parcours au niveau de la banque, ce que Comment plaire à un banquier, comment monter le dossier. Un prévisionnel, voilà, nous on savait pas tout ça. Et c'est toujours le même banquier aujourd'hui? Et c'est pas Toujours. le même banquier, mais c'est la même banque. Là, c'était le grand chef qui C'était est le grand venu chef, à la mais- réunion. Donc quand vous avez demandé le PGE, vous l'avez eu là? Oui. Ah oui. Récupère un petit peu de Ah oui, au bout Et- d'un mois après le début. du Ah non, confinement, il s'occupe ouais. super bien Et de nous. toi, Aude, donc tu as créé un grand réseau mondial s'il en faut, mais tu n'as jamais adhéré à des clubs ou des cercles. Non. Pourquoi Je ne sais pas. T'es réfractaire Oui. Oui, je pense que oui. Je suis Crée le très club des indépendante. anti-clubs. Et donc, je n'ai jamais. Alors, je connais tous les clubs, et puis beaucoup de réseaux se sont créés à la suite du Women's Forum. Quand j'ai créé le Women's Forum, il devait y avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de clubs en France. Maintenant, il y en a plus d'1 millier. Et donc, c'est le Women's Forum qui est à l'origine de tout ça. Mais pour autant, non, je n'y suis pas. On m'a souvent sollicité, bien sûr. Mais Et pour l'instant, tu n'as pas dit oui, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans, je sais pas, Betty, dans les 2 clubs que tu fréquentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Je sais qu'au Wine Business Club, on avait autour de un peu moins de 20%, ce qui n'est pas si mal. Hein. Dans mon club rugby, on a 0,2% de femmes. Femmes qui aiment le Ah rugby, oui, ça faut va dire, pas du tout. C'est ça. abusé. Pourquoi? Ah non, ça va pas du tout. Alors du coup, je ne participe qu'à des clubs féminins, donc du coup, moi, je suis à 100% de femmes. 100% féminin. Oui, après avec T'as un problème avec les garçons ou pas? Parce que Non, ouais. après, inverser tout le truc non plus, non? Non, j'ai vraiment aucun problème avec les hommes, au contraire, parce que je travaille dans le milieu de la cuisine, donc la plupart des personnes pour qui je travaille sont plutôt des hommes. Et on fait partie aussi de réseaux professionnels dans la cuisine, par exemple l'association des grandes tables du monde, qui reste un réseau international pour toutes les questions de la gastronomie, voilà, là, majoritairement masculine, même si aujourd'hui ils mettent la cause de la femme En dedans. pourcentage sur les femmes chefs, ça représente, on va dire, sur la grande gastronomie et puis sur la restauration plus classique? La 20%, 15%? La grande gastronomie, on doit être à moins de 10%. Ouais. Et visible dans les médias, moins de 2%. Qui est quelque chose. Et après, de femmes restauratrices, on n'est pas trop. Et elles mais... sont plus modestes parce qu'il y a beaucoup de chefs français qui ont un melon. Les femmes, c'est pareil ou pas? Non, parce que les femmes, principalement dans la cuisine aussi, ont l'impression de toujours avoir à prouver beaucoup plus. Et c'est un milieu qui est assez combatif. Et du coup, la place est prise assez vite aussi. Et on avait cette discussion, on parlait des échanges qui ont été dits donc, il y a quelques jours dans la première émission, Oser. Et, Monsieur le maire, Édouard Philippe, disait voilà, que quand il avait proposé les postes de ministre, les femmes répondaient très différemment des hommes. La question se pose la même dans les restaurants. Quand vous demandez voilà, être chef d'un restaurant, la vision entre celle d'un homme et celle d'une femme est excessivement différente. Et ça se pose là. Au sein de l'incubateur, il y avait beaucoup de femmes qui avaient des projets entrepreneuriaux où il y avait plus de garçons. Comment c'était organisé? Et ben nous, comme toi, c'était un incubateur féminin. Ah, féminin. Donc, ça, c'est un choix délibéré aussi? Et ben, Il y avait un deuxième incubateur, Stern, qui était Ouais. plutôt pour les hommes. mais en fait, et ben, avec notre syndrome de l'imposteur, Stern, on a eu peur. On n'avait pas envie, on s'est senti pas trop légitime. On va pas les déranger quand même au cas où qu'ils ont des vrais projets. Nous, on sait pas si notre on ne sait projet, pas si il va ça tient la fonctionner. route. Ouais, donc pas beaucoup de communication. Donc quoi. ça nous allait bien d'aller dans un incubateur féminin. On se sentait plus à l'aise et plus à la maison pour le coup et bien comprise. Donc non, pour nous c'était top. C'était calibré sur ce qu'on avait besoin à ce moment-là. Et Aude, les femmes africaines ont l'esprit réseau? Ou est-ce que c'est Oui, quelque chose de elles ont nouveau? un esprit communautaire qui est lié à la structure même de la société africaine. Et elles sont au même titre qu'elles sont entrepreneurs dès l'adolescence. Parce que la structure de la famille font qu'elles sont dans un soutien aux autres en permanence. Au même titre, quand moi je suis très frappée d'une chose, elles sont totalement philanthropes. Nous, en France, on n'a pas le sens de la philanthropie. Aux États-Unis, les Américains sont, parce que c'est scolaire, et c'est aussi le système éducatif américain qui fait qu'on redonne. Bon. Et en Afrique, mais elles redonnent à la communauté pour soutenir les autres. Et ce phénomène de soutien, évidemment, c'est un encouragement pour les autres. Et ce sont beaucoup les femmes qui sont en première ligne, toujours pour les mêmes raisons. Ce sont les femmes qui bossent en Afrique.
beaucoup plus que les hommes. C'est un fait. Alors, le problème, par contre, c'est qu'elles n'ont pas le pouvoir au sens juridique, au sens légal, même dans certains pays, puisque la loi ne leur est pas favorable. Et donc, un des chantiers que nous menons, on a d'ailleurs fait un webinaire encore cette semaine là-dessus, c'est sur les changements des lois, les changements législatifs. Nous, on va jusque-là dans ce qu'on fait, dans la partie commerciale de ce qu'on fait. Et on essaie de travailler pour amener les femmes aujourd'hui, pour amener un changement dans les pays, hein, carrément. Moi, mon objectif, quand elles sont venues me chercher, c'était de leur donner le pouvoir et de les connecter au monde. Elles sont venues me chercher pour ça, parce que j'avais créé le Women's Forum et qu'elles savaient que j'avais justement ce qu'elles pensaient de le réseau. Alors je l'ai, le réseau. Évidemment, si je fais appel à n'importe qui aujourd'hui dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, partout, les gens connaissent le Women's Forum. Mais moi, dans les clubs, c'est-à-dire que le réseau, je l'utilise et j'ai mis à profit mon réseau pour les femmes africaines. Mais quand il s'agit de clubs et de faire quelque chose... Pour toi, c'est non, quoi. Non, Voilà. je n'y arrive pas. Betty, est-ce que le réseau, les clubs t'ont rapporté du business concret? Est-ce que ça t'a rapporté des sous? Oui, parce que non, beaucoup non, mais oui, dans le sens que ça m'a permis de rencontrer pour des fonds, de me mettre en lien avec des banquiers et dans les cercles de mettre en lien avec des clients, des gens que je suis aujourd'hui pour leur partie communication. Donc j'ai trouvé des clients et j'ai trouvé du financement, en tout cas dans les clubs. Alors, une des choses, c'est de dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de travailler mon réseau parce que toi, ça te prend combien de temps, cette réunion hebdomadaire Alors, Bouge ta boîte, c'est très simple, c'est 1h30 toutes les 2 semaines. Oui. Donc ça va, honnêtement, ça va. 1h30, Lucie, Laura, bon, faut les trouver. On peut les trouver, quoi. Non, mais c'est sur l'heure du déjeuner, donc voilà. Alors, il n'y a pas de déjeuner. Ou alors, vous déjeunez en même temps? Non. On ne mange pas pendant la réunion. On ne mange pas pendant la réunion. Reste 100% concentré sur ce qu'on a à se dire. Ouais. Alors, les réseaux, donc, avantages, inconvénients. Aude, donc, tu as connu des grands succès, on l'a bien vu, et c'est un parcours qui est assez admirable. Tu as connu également des échecs. Donc, quand tu as vendu donc, le Women's Forum, un truc que tu as créé, tu as été viré. Donc, un jour, on t'a dit au revoir. Quand tu as également repris l'art du jardin avec Osons la France, tu as eu des problèmes financiers, tu as déposé le bilan de plusieurs sociétés. J'ai créé le forum Osons la France parce que j'étais partie d'un constat, j'avais été donc virée du Women's Forum, j'ai fait un burn-out et ça c'est une chose dont on doit parler parce que c'est une chose que les femmes connaissent plus que les hommes et souvent elles n'osent pas en parler. Et moi j'en ai fait un sérieux et pour me remettre, parce que je savais qu'il y avait des gens beaucoup plus malheureux que moi parce que j'avais en même temps très bien vendu ma boîte. Parce que quelque part quand tu as vendu, tu as été sous. Oui, j'ai très bien vendu ma boîte, mais pour autant j'ai tellement aimé faire le Women's Forum que j'en ai fait un burn-out parce que la fin avait été très difficile, très très douloureux. Et à ce moment-là, je suis partie en Afrique. Je suis allée aider le professeur Mukwege, dont on parle un peu. On dit de lui qu'il a eu le prix Nobel, c'est l'homme qui répare les femmes. Donc c'était dans le Kivu, en République démocratique du Congo, où j'ai passé un moment où j'ai aidé à financer la construction d'un hôpital et tout ça. Quand je suis revenue en France, j'ai écrit mon premier livre chez Robert Laffont qui s'appelait « Femmes, si vous osiez, le monde se porterait mieux ». Et puis je suis revenue surtout d'Afrique avec un burn-out dont j'avais honte. Ça aussi, c'est assez féminin. J'avais honte quand j'ai vu d'autres souffrances qui étaient bien plus réelles que les miennes. On relativise. Oui. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, je ne sais pas faire autre chose que de créer des entreprises. D'abord, j'ai les idées, et puis je ne sais pas faire autre chose réellement. C'est une sorte de... Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça. Donc ta thérapie, c'est de recréer? Oui, c'est de recréer. Et il fallait que je recrée pour aller bien. Et je suis partie du constat, comme toujours, pour des raisons sociologiques, je suis partie de ce que j'avais entendu pendant toutes les années où j'ai présidé le Women's Forum, où j'ai fait le monde entier. Dans tous les sens, et tout le monde me disait on ne vous comprend pas, vous les Français, vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous avez l'éducation, la sécurité sociale, les infrastructures, vous avez tout, vous avez même la mode, le pinard, enfin, vous avez tout, et vous êtes les plus grands consommateurs de psychotropes. Parlez-nous de votre pays. Et ça m'a beaucoup intriguée, et je me suis dit qu'il fallait qu'on redonne confiance dans notre pays, et j'ai créé le forum Osons la France, qui était destiné à montrer au monde entier nos talents, ce dont nous étions capables. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis à ce moment-là, on m'a demandé de racheter l'art du jardin.
Ce que j'ai fait, ça a été une erreur. Donc, ce serait trop long de raconter. Bon, donc, il a fallu, j'ai été confrontée à faire un choix. Si je voulais sauver Osons la France, il fallait que je dépose le bilan de l'Art du Jardin que j'avais racheté 2 ans avant et lequel j'avais investi beaucoup d'argent. Et donc, j'ai déposé le bilan et 48 heures après, mes banquiers m'avaient lâché, tous. Et ça a été difficile. Un deuxième traumatisme encore. Oui, ça a été. Oui. Comme j'avais fait un burn-out, j'ai réussi à dominer ça, et parce que je suis entourée aussi d'une famille formidable. Mais ça a été quand même douloureux, et pour m'en sortir, j'ai écrit un livre sur mon échec. Et j'ai voulu aller plus loin, interroger des gens qui avaient échoué comme moi, savoir comment les banquiers s'étaient comportés. J'ai interrogé aussi les tribunaux de commerce. J'ai beaucoup travaillé sur le suicide des chefs d'entreprise. J'ai fait la différence, j'ai regardé comment une femme réagissait dans le cadre d'un échec par rapport à un homme, comment une femme s'en sortait par rapport à un homme. Et voilà, et ce livre, je l'ai d'ailleurs, le titre fait rire. Il dit pas mal de choses. C'est créé pour le succès. C'est forcer le destin. Et j'ai choisi le succès et l'échec m'a rattrapé. Alors, il y a aussi quelques mouvements comme 60 000 rebonds qui aident les dirigeants d'entreprise. Justement, je les cite beaucoup dans mon livre, évidemment. Formidable. Oui. Et pendant cette période-là, je dialoguais il n'y a pas très longtemps avec Serge Trigano qui a relancé le Mama Shelter. Lui, il s'est fait sortir de mémoire, c'était en 2016. Quand on est président du Club Med, il me dit on est invité à tout, on vous aime, tout le monde vous aime. Et le jour où on est viré, plus personne téléphone. Quoi. Oui, moi, cette notion de fidélité, tu as un énorme réseau. Ils ont été fidèles ou pas? Tu as eu des coups de fil, tu as des gens qui t'ont dit « Oh, on est là, on peut t'aider » ou alors c'était morne pleine, pour reprendre le titre du magazine belge. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Mais la majorité des gens m'ont tourné le dos. Et j'en parle aussi dans mon livre, d'ailleurs, y compris ma belle famille, parce que j'avais eu un échec et que j'avais osé le dire. Et qu'à un moment, pour dominer ça, et je voulais ne pas rester juste avec ma souffrance, c'était que mon échec serve à quelque chose, et en particulier aux femmes. Et tu as eu des bonnes surprises aussi? Des gens qui t'ont été fidèles, auxquels tu n'aurais pas forcément pensé? Oui, pas beaucoup. Non, franchement, pas beaucoup. Et ça a été un des grands chocs de ma vie. Et je pense que mon instinct de ne pas rentrer dans des réseaux, je pense qu'intuitivement, c'est la connaissance que j'ai du genre humain qui faisait que je me tenais toujours à l'égard. Je considère que je suis assez atypique dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ma personnalité, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Et je pense que c'est ça qui m'a tenu un peu à l'écart, et j'ai bien fait. Comme disait ta grand-mère, les deux pieds sur terre aussi. Oui, bien sûr, j'ai une grande... Oui, mais j'ai beaucoup de bon sens, tout simplement. Mais je crois qu'un entrepreneur, c'est une des qualités de l'entrepreneur, c'est une sorte de... L'entrepreneur, c'est un paradoxe, parce qu'on est à la fois un peu cinglé, un entrepreneur, et heureusement, on est cinglé, on a des idées, et à un moment, et ce que je dis d'ailleurs beaucoup aux femmes, au départ, quand on a une idée, c'est souvent une intuition au départ. Quand une intuition se renouvelle, au bout de 3 fois, c'est sans doute quelque chose. Ah, c'est 3 fois le... Oui, 2, c'est pas suffisant. Ça, je l'ai vérifié. Parce que j'ai mené des études, beaucoup. J'ai travaillé avec des sociologues, j'ai travaillé avec des anthropologues, j'ai eu la chance de travailler avec François Héritier. Donc, il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui reviennent et qui s'expliquent. Et moi, j'ai à peu près tout ce qui était intuitif. Alors, j'ai lancé, j'ai pris des risques énormes dans ma vie, puisque j'ai tout lancé sans jamais faire d'études de marché, mais en ayant toujours des sociologues derrière moi. Donc, c'est une autre façon de valider finalement ce qui peut devenir un concept. Et voilà, c'est un peu le cas aussi aujourd'hui, avec pourquoi est-ce que les femmes africaines ont fini par me convaincre, parce que ça fait, elles ont 4 ans. En 4 ans, oui. Elles voulaient vraiment. Bon. Et l'année où j'ai déposé mon bilan, je n'ai donné signe de vie à personne pendant 1 an. Ça, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire, c'est-à-dire j'en étais même pas capable. J'en étais pas capable. Betty, alors bon, pour l'instant, toutes les 3, Betty, Lucie, Laura, vous n'avez pas eu de problème? Vous n'avez pas déposé de bilan? Pas d'échec majeur? Non, mais du coup, est-ce voilà que vous êtes prête parle... à échouer un jour? Oh, pardon. Parce qu'il faut échouer pour grandir. Mais je sais pas, mais du coup, ce qui fait peur, voilà, là, mon projet se redéfinit et devient beaucoup plus difficile et compliqué à mener qu'il ne l'était avant mars dernier. Et voilà. Et j'avoue, j'avais un peu la larme qui me venait quand vous commenciez à parler tout à l'heure. Okay. Parce que la question se pose aujourd'hui de se dire mince, mais en fait, si aujourd'hui cette maison pour laquelle je me bats finit par ne pas voir le jour parce qu'on est passé par tout ça, qu'est-ce que cela fait de moi?
et qu'est-ce que cela va dire de moi vis-à-vis de mon cercle? Alors ça, il faut que tu t'en foutes de ce qu'on va dire de toi. Ça, c'est la première chose. C'est le postulat. Oui, c'est vraiment la base. Moi, je crois que ce que tu as vécu, puisqu'on en a parlé juste avant que la conférence ne démarre, va t'aider à faire plus grand et plus solide. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid peut... Alors, il va y avoir ceux qui vont se casser la figure et ça va être dramatique, réellement dramatique. Et nous sommes au début, probablement, de quelque chose que la France n'aura jamais connu. En même temps, il faut survivre. Nous sommes dans une responsabilité, tous, autant qu'on est, ici, les gens qui nous écoutent, de devoir repenser et contribuer au monde nouveau qui est en train de se construire. On a vécu quelque chose auquel on ne s'attendait pas et il va falloir construire sur ce qui s'est passé. Alors, construire sur ce qui s'est passé, ça va être à nous, entrepreneurs, à nous de nous renforcer, à nous de faire évoluer notre modèle économique, à nous de réfléchir autrement. Et réfléchir, c'est une chose assez facile. C'est-à-dire, c'est se poser les bonnes questions. C'est aussi échanger avec les autres. Moi, ce que j'ai appris en grandissant, puisque tu as 36 ans. Moi, j'ai démarré ma première boîte à 22 ans et j'ai jusqu'à très tard été une solitaire. Aujourd'hui, je ne veux plus rien créer seul. Et donc, ce qu'il faut, c'est être avec d'autres et c'est échanger avec les autres. Et c'est se construire de l'intelligence des autres. C'est avoir des conseils, avoir des boards, vous, là, dans ce que vous avez fait dans l'incubateur, c'est aussi ça, c'est grandir. Si, d'ailleurs, les banquiers vous ont accompagné, c'est pas par hasard. Si les banquiers sont rentrés alors qu'ils vous aidaient au départ à faire votre BP. Et donc, c'est ça, c'est construire de la situation actuelle pour affronter un monde différent qui est à nos portes. On ne sait pas quand on va en sortir, mais on va en sortir. Et puis, il faut aussi penser aux outils numériques qui sont comme là, aujourd'hui, on fait une conférence, normalement il y aurait plein de monde ici, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle aujourd'hui, moi, enfin que j'ai accepté de parler, c'est parce que dans ma position aujourd'hui et mon âge, c'est de se dire qu'on ne va surtout pas se laisser aller et qu'il faut qu'on commence à construire demain. Et c'est à nous, entrepreneurs, d'y aller. Et c'est aux femmes d'y aller. Pourquoi? Il y a des choses complètement anormales dans ce monde qu'on ne peut pas laisser faire. Je vais vous donner un exemple. L'intelligence artificielle va aujourd'hui être un accélérateur. Moi, je crée d'ailleurs tout un cycle de formation avec Cédric Villani sur la formation de formateurs en Afrique. Il y a 400 millions de personnes à former dans les 30 ans qui viennent. Donc, c'est hyper intéressant de voir comment l'intelligence artificielle va nous permettre de bypasser. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. Dans ce que tu travailles, toi, la vidéo peut avoir, et le numérique peut avoir, dans les choses anormales. Il y a récemment, dans les Échos, il y avait une boîte qui était mise à l'honneur de 3 ou 5 Français qui ont créé une boîte d'intelligence artificielle pour soigner le cancer du sein. Cherchez l'erreur, il n'y avait pas de femme. C'est QFD. Bon, et en tout cas, c'est très positif. Il y a plein de choses qui sont à construire. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite en direct pour poser des questions. Tout le monde va être là, donc restez connectés. Bonjour à tous. Eh bien, ravi de vous retrouver après cette émission que j'ai trouvée géniale. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé l'inspiration et que ça vous a plu. Merci à nos intervenants. Alors, évidemment, pour moi aussi, je suis la présidente du réseau Femmes et Challenge, présidente d'une chambre de commerce et d'industrie, chef d'entreprise. Évidemment, quand on parle réseau, ça résonne aussi pour moi. C'est pour ça que je suis ravie de pouvoir animer cette partie questions avec nos invités. Et c'est pour ça aussi que Alain étant aussi un homme de réseau, je me suis dit que ça pouvait être bien que je pose les questions et qu'il puisse aussi répondre et apporter un point de vue. Alors, je vous propose qu'on commence par une question à Aude de Thuin, qui est avec nous. Et donc, voilà, la question pour Aude, c'est Aude, si vous aviez 30 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez partie d'un réseau? C'est à vous, Aude. Ok, mais je n'ai pas entendu la question. Allez-y, vous pouvez répondre maintenant. Je réponds à la question. Si j'avais 30 ans, est-ce que je serais dans un réseau? Je pense que oui, parce que je ferais moins de bêtises oui, je pense que oui, parce que entre mes 30 ans et aujourd'hui, si j'avais 30 ans aujourd'hui, le monde a changé. Et donc, oui, sans aucun doute. Très bien. Merci Aude. Alors, j'ai une question pour Lucie.
Lucie, combien de temps ça vous prend de faire partie d'un réseau? Alors, de faire partie d'un réseau, c'est vrai que ça, alors, dès le départ, pour nous, ça a été bénéfique. Donc, ça nous a pris, on s'est beaucoup investi dans un réseau, donc dans notre réseau, euh, les pionnières quand la mer, ce que je disais tout à l'heure, et que ça nous a permis de pousser les bonnes portes. Et encore aujourd'hui, voilà, alors, on s'est mis un peu en retrait, puisque forcément, pas forcément le temps, et puis le temps, principalement le temps. Mais on va dire qu'avec Laura, c'est pour nous l'envie, là, aujourd'hui, de retrouver une vie de réseau, de rencontres et d'échanges en fait avec d'autres chefs d'entreprise, que ce soit femmes ou hommes, où on puisse s'apporter chacun, que ce soit en termes de conseils et de relations humaines, tout simplement aussi. Mmh. Oui, tout à fait. Euh, euh, pardon, Alain. Voilà, une question, c'est, tu as dit que, comment dire, on voit bien que moi je rencontre aussi certaines femmes plutôt introverties, plutôt timides, qui n'osent pas forcément. Quel conseil tu donnerais aux femmes et aux hommes d'ailleurs pour faire partie d'un réseau? C'est vrai qu'il existe plein de réseaux et on peut les adapter en fonction de son âge, de son ambition et de sa personnalité aussi. Donc pour celles qui seraient un peu introverties ou un peu timides, il y a des réseaux qui fonctionnent, même s'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Ça, c'est une première chose. De sortir un truc incroyable qui s'appelle une carte de visite, hein, en n'oubliant jamais que 90% des promesses qu'on vous fait ne vont pas être tenues. Voilà, ça, ce n'est pas à cause de vous, parce que c'est comme ça dans la vie. Et savoir que le club, on est un mix entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, se comporter surtout naturellement. Et après, sur le mode d'emploi des clubs et des réseaux, on peut vraiment en trouver pour toutes les personnalités. Quand on a la chance des diplômés d'une école, par exemple, surtout de ne pas hésiter à adhérer aux anciens de l'école. Quelles que soient les qualités de l'école, il y a forcément des gens formidables qui ont bien réussi. Donc ça, c'est aller vers les autres. Il y a le tutoiement aussi, même quand on a parfois 60 ans d'écart. Il y a d'autres clubs également de réflexion. C'est bien de continuer à faire travailler ces ménages. Alors, je sais qu'on a tous beaucoup de travail dans nos entreprises. On a nos vies personnelles également qui prennent du temps. Mais il faut se forcer un peu et réfléchir un peu. Il y a des fondations qui existent, par exemple, qui sont quand même très bien. Ou alors, il y a aussi les réseaux, Léa, qui concernent le domaine du sport. Par exemple, pour revenir en terre avraise, le réseau composé, alors là, c'est les garçons, hein, autour du hack rugby, c'est vrai que ce sont des gens formidables, des entrepreneurs. Donc après, il faut avoir comme point commun d'apprécier le rugby. Mais on peut s'intéresser à tous les sports, il y a des bons réseaux sur l'ensemble. Donc c'est vrai que sur les clubs féminins, ça fonctionne bien. On a évidemment le meilleur club Femmes et Challenge, mais il y en a d'autres aussi, Femmes et Business Angel par exemple, quand on voudrait investir même des sommes de 500 euros, 1000 euros dans une entreprise. Donc c'est des femmes qui ont réussi, qui sont là avec un vrai côté positif. Il y a également des entreprises comme Bouygues Télécom qui avait créé son club Bouygues Tel, qui rassemblait les femmes qui étaient salariées. Donc il y a plusieurs choses, dans la finance par exemple. Donc oui, on doit pouvoir trouver chaussure à son pied, si je puis dire, et le bon club, le bon réseau. Et le conseil pratique, c'est rester naturel et sourire. Ouais, merci Alain. Alors, une question pour Betty. Betty, est-ce que les réseaux ont une influence ou influent ta création d'entreprise et ton entreprise? Oui, alors totalement. Moi, les réseaux, ça a changé le format même de mon entreprise. Parce que quand je suis arrivée, donc le premier réseau a été Femmes et Challenge. Et pour être tout à fait transparente, la première personne que j'ai rencontrée était du coup toi, Léa. Et là, ça a changé la forme parce que je suis arrivée en pensant qu'il me fallait absolument, vu qu'il y avait un gros projet derrière, un associé masculin qui pourrait être une sorte de tête plus rassurante pour les banquiers. Et c'est en discutant justement dans le cadre de l'arrivée dans le réseau que tu m'as montré et expliqué qu'en fait non, et que c'était mon projet et que tu m'as rendue présidente de ma propre entreprise. Donc finalement, voilà, moi le réseau, ça a commencé le format légal et administratif de l'entreprise existe déjà grâce au réseau. Et après, tout s'est vraiment construit autour de ça. J'ai rencontré mon expert comptable. Ça m'a facilité la plupart de mes étapes et la plupart de mes missions aujourd'hui. Donc, ça construit vraiment le cadre de l'entreprise.
Ouais. Merci Betty. Alors, une question pour Aude. Morgane, je vais vous laisser faire le relais puisqu'on a un petit souci technique avec le téléphone d'Aude. Donc, c'est Morgane qui va poser la question à Aude qui va nous répondre. Aude, donc la question, peut-être vous pouvez ouvrir votre portable, Morgane, voir si Aude m'entend quand je pose la question. Le sujet de l'indépendance des femmes en Afrique est fondamental. Il passe d'abord par l'instruction et l'éducation. Vous avez déjà fait beaucoup de choses à ce sujet. Pensez-vous qu'avec Femmes et Challenge, nous pourrions imaginer des opérations transverses pour promouvoir l'indépendance des femmes sur nos 2 continents? C'est une question comprendre ce qui se passe et vraiment, il n'y a rien à faire. Aude, vous m'entendez? J'ai Oui, une je vous question pour entends. vous. Oui, je vous entends. Le sujet. Alors, ça va revenir. Je pense qu'on est en train de poser la question à Aude qui peut-être va revenir, mais sinon, en attendant, on va peut-être... désolé pour ce petit souci, mais on n'a pas... voilà, donc il y a Aude C'est une bonne question, importante question, et j'aurais tendance à répondre oui et non. Oui, parce que plus les femmes sont encouragées, et mieux c'est pour elles, mais le problème, c'est que nous sommes blancs. Et ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai démissionné de mes fonctions de présidente de Women in Africa parce que j'ai reçu des coups, énormément de coups, et tout le monde disait, c'est formidable ce que vous faites, c'est dommage, vous êtes blanche. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération de femmes, et je les comprends, les femmes africaines, pour bien les connaître, je les comprends. Et pour avoir beaucoup travaillé avec des anthropologues, avec des psychologues, avec des sociologues, et en gros, ces femmes, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais pour elles, sont à la fois indépendantes, et ce qu'elles ont besoin, c'est effectivement d'être connectées au monde, mais pas dans le sens du soutien. Donc, quand on veut faire des choses ensemble, et on a beaucoup de demandes comme la vôtre, et dont je vous remercie d'ailleurs, c'est voir comment on peut peut-être faire du business ensemble, être totalement... enfin, dans toutes les actions qui ne soient pas ni de l'assistanat, ni de la charité, ni de faire quelque chose parce que c'est l'Afrique. Et que l'Afrique est aujourd'hui un continent beaucoup plus moins gâté et dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a trouvé le bon ton, vous voyez, avec Women in Africa, et j'ai une équipe qui est à 60-70% africaine, et le fait que nous soyons mondiales, c'est pourquoi elles sont venues me chercher, et surtout le fait que j'ai démissionné a résolu à peu près tout. Les sujets. Et aujourd'hui, où je suis en train d'aller plus loin dans le financement, à nouveau, la personne qui va diriger ce fonds est africaine. Vous voyez, j'ai compris les erreurs et j'ai pris tellement de coups qu'à un moment, j'ai peut-être eu besoin de ces coups pour prendre conscience du bon positionnement et de la façon dont il fallait faire les choses. Donc, je vous le dirai, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à créer une mondialisation des femmes, à créer un réseau. C'est pour ça que se voir à Marrakech était formidable, parce que ce monde virtuel est très bien, sauf aujourd'hui. La preuve, c'est que je ne vous entends pas, vous voyez, enfin, il y a des problèmes techniques. C'est quand on se voit, quand on se rencontre, que des choses peuvent se mettre en place. Mais nous devons faire très attention à ça, et c'est un problème politique d'ailleurs aussi qu'a ce gouvernement, le gouvernement français. C'est pourquoi la France aujourd'hui est de moins en moins acceptée en Afrique, alors que les autres pays sont très présents, que la Chine est en train d'arriver, enfin, comme vous le savez, plus que jamais, qu'on est en train de perdre des parts de marché. C'est parce qu'on a eu un comportement malheureusement néocolonialisme qui a perduré. Cette France-Afrique a été extrêmement maladroite à l'époque de Chirac et qui s'est poursuivie. Et moi, je vois encore des vieux cons et des vieux blancs qui osent s'afficher avec des femmes africaines. Tout ça envoie des images terribles. On ne voit pas ça avec les étrangers, très peu. Très peu, vous voyez, on a des comportements qui, de ce fait, nous stigmatisent et que les femmes analysent et voient comme un des travers de la France, un des défauts de la France. Et nous, on essaie aujourd'hui de se positionner comme une entreprise mondiale, beaucoup plus que française. Merci Aude, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un vrai sujet. J'ai beaucoup de questions, alors elles sont pour tout le monde en fait. Donc, d'ailleurs, il va falloir nous dire quand on doit arrêter parce que je continue. Merci Aude, on passe à un sujet totalement différent, bien sûr, peut-être un peu plus léger, mais important. Lucie, c'est pour toi cette question. Un incubateur, est-ce que c'est un réseau? Et en quoi l'incubateur t'a permis de développer ton premier réseau?
Eh ben, pour nous, ça a été un fondement, puisque on le répète sans cesse avec Laura, s'il n'y avait pas eu cet incubateur, donc pour nous, c'était un réseau de femmes créatrices d'entreprises. On était environ 7 ou 8 et on avait chacune notre vision en fait de l'entrepreneuriat et chacune une vision peut-être un peu différente, plus légère ou plus chacune avait ses inquiétudes et ses envies et pour nous en fait de se retrouver une fois par semaine parce que c'était des modules une fois par semaine, on se retrouvait dans un bâtiment à Caen. Et donc on échangeait, et le fait d'échanger, de parler de ses craintes, de parler de ses motivations, et même en termes de réseau, c'est de se conseiller sur peut-être des prestataires qu'on avait chacune effectivement besoin, ce que disait tout à l'heure Betty par exemple, un comptable, un banquier, voilà, nous mettre en relation. Pour nous, c'était aussi les premiers fondements du réseau, de la mise en relation. C'était ça vraiment pour nous le terme réseau dès le départ, dès la création de notre entreprise. Très bien. Merci Lucie. Alors, ça afflue. Ah, pour toi, Alain, une question. Ah, j'aime bien cette question-là. Non, mais voilà, c'est bien et on en profite d'avoir un homme avec nous. Les hommes adhèrent plus facilement au réseau que les femmes. C'est un constat. Et aujourd'hui, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, nous créons des réseaux de femmes. Comment, en tant qu'homme, vivez-vous cette émergence et comment voyez-vous l'avenir ? Alors, c'est vrai, hein, statistiquement, dans les réseaux, on va dire classiques et mixtes, il y a beaucoup plus d'hommes. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Le fait que des réseaux donc, au féminin se créent, se multiplient, ceux dans les entreprises, ceux en dehors, je trouve ça juste formidable. Voilà. C'est formidable, il va falloir s'ouvrir à un moment donné parce qu'on est quand même à 50-50 en gros, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. Ça permet peut-être de donner confiance entre femmes, voilà, de comprendre comment ça marche l'effet réseau et après de s'ouvrir parce que le monde, il n'est pas unisexe. Hein, donc, voilà. Donc, je crois que c'est une très, très bonne chose. Il y a plein de choses qui sont à décrire. Il y a des choses que j'ai pu entendre en étant donc, au forum donc, Femmes et Challenge cette année en 2020 et de discussions entre femmes, hein, ce qu'on appelle en off, que je n'aurais peut-être pas entendu entre garçons. Donc, il y a des vraies problématiques. Il y a peut-être moins de pudeur à se livrer entre femmes. Et puis après, il faut passer à une autre étape, parce qu'encore une fois, pour conquérir le monde, il faut aussi rencontrer les garçons. Oui, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, Alain, c'est vrai que c'est important. J'ai créé le réseau Femmes et Challenge avec les 20 femmes autour de moi parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin. Mais bien sûr que ce qu'il faut, c'est de la mixité. On ne peut pas faire que entre femmes. Il y a besoin de réseaux de femmes, effectivement, pour donner confiance. Mais bien sûr, il faut, comme tu l'as dit, aller vers de plus en plus de mixité. Alors, oui, il y a aussi les fausses barres, parce qu'il y a 100% des hommes interrogés qui vont se dire « je déteste les misogynes, je déteste les machos ». Et ce n'est pas vrai, et ça ne s'applique pas au quotidien. Donc attention entre la vérité et la version officielle. Ce sont deux choses parfois différentes. Betty, une question pour toi, et je vais faire une introduction à ça d'ailleurs, à cette question, c'est que tu es assez modeste quand tu parles de toi toujours, tu n'as aucune prétention, tu dis les choses, mais moi je sais que tu as fréquenté parmi les plus grands chefs de la planète même, on peut dire, et tu en as parlé. Donc la question c'est, est-ce que dans le milieu, les grands chefs de cuisine, hein, j'entendais, et on voit quand même pas beaucoup de femmes, quand même, on peut pas dire. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a aussi des réseaux dans le monde de la cuisine et des grands chefs? Et est-ce que les réseaux peuvent aider les femmes à émerger? Oui, alors au niveau de chefs, il y a plusieurs réseaux. Alors il y en a qui sont plutôt mixtes. Celui que je connais et que j'apprécie est les grandes tables du monde, qui justement, eux, ont eu aussi un regard sur le fait qu'il y avait un manque de visibilité ou un manque peut-être d'écoute ou de place pour les femmes. Et ils ont créé tout un panel qui s'appelle Femmes en vous, permettant de mettre en avant toutes les femmes travaillant dans le milieu de la restauration. Il y a un autre réseau féminin, cette fois, pour les femmes travaillant dans le domaine culinaire, qui s'appelle Parabéré Forum, donc géré par une journaliste qui s'appelle Maria Cannabal, qui est vraiment, vraiment formidable, avec un forum qui a lieu une fois par an dans un pays différent, où 300 femmes se retrouvent pour travailler sur qu'est-ce que la cuisine de demain. Donc, ce n'est pas hors des hommes, il y a toujours des hommes qui viennent témoigner. Le public est, lui, principalement féminin. L'idée est de plutôt essayer de
donner la parole aux réponses à des femmes qui puissent travailler. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a Hello Ernest qui cherche à mettre en avant les chefs et qui vient d'avoir un magnifique festival à Paris. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et de réseaux qui se créent dédiés vraiment à place des femmes au milieu de la cuisine. Très bien. Lucie, une question pour toi de Benoît Queval. Comment entretenez-vous votre réseau de franchisés? Quelle posture? Finalement, vous êtes animatrice d'un réseau ou ce sont vos clientes? Vos clients, clientes. Hein. Clients. On a des carrossières dans notre réseau, oui. De plus en plus de mixité d'ailleurs dans cette profession, donc c'est top. Comment? Alors, en fait, oui, effectivement, à la base, on est nous-mêmes un réseau. Avant d'appartenir à un réseau, on a créé avec Laura notre réseau de carrossiers qu'on anime parce que c'est le rôle aussi de notre franchise, c'est d'animer un réseau de carrossiers. Mais ce sont nos clients à la base et on entretient un lien de franchiseur-franchisé, mais je pense que c'est au-delà de ça même. On apporte plus que de l'animation, c'est du conseil, c'est de l'écoute, on leur transmet, on va dire, plein de choses. On est presque, même pour nos tout premiers franchisés, c'est un peu comme, on va dire, la famille, on se décrit un peu comme une famille, donc c'est un réseau familial. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, donc finalement, on parle bien de réseau aussi. Pour Morgane, j'ai besoin de vous pour une question pour Aude. Les réseaux, animer des réseaux, c'est aussi faire du business et ça peut rapporter de l'argent. Point d'interrogation. Morgane, j'ai une question pour vous. Oui. Animer des réseaux, c'est aussi faire du business. C'est vrai ou pas? Oui. Oui, parce que, en tout cas, c'est une chose il faut aller dans ce sens. Il y a plusieurs sortes de réseaux. Il y a les réseaux interentreprises qui sont utiles pour la jeune génération parce que ça va aider les jeunes femmes qui arrivent dans une entreprise ou qui ne sont pas très confortables dans leur entreprise à avoir accès à des femmes à des postes supérieurs et si ces femmes jouent le rôle de rôle modèle, ça va encourager les jeunes et les entreprises ont intérêt à développer ça parce qu'aujourd'hui il y a, moi j'analyse, je vois un phénomène se produire dans cette période de crise qui est que beaucoup de femmes se posent des questions sur rester dans l'entreprise et sur le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Ce confinement amène à énormément de questions, d'interrogations personnelles et je vois des femmes qui ont envie de lâcher, de se diriger vers autre chose parce qu'elles en ont marre du peu de valeurs qu'elles pensent qu'ont leur entreprise. Donc ça, c'est un sujet et en cela, les réseaux sont utiles parce que les entreprises ont du mouron à se faire si les femmes s'en vont. C'est un vrai sujet et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aujourd'hui se poser les questions, comme en Allemagne, de savoir si on doit légiférer pour imposer des femmes également dans les COMEX, puisque vous savez que plus il y a de femmes dans les conseils d'administration en France, moins il y a de femmes dans les COMEX et dans les CODIR. Donc c'est un vrai sujet, ce qui veut dire que le phénomène, l'acceptation des femmes dans les conseils n'est pas encore une vraie adhésion. En gros, les grands patrons s'en foutent. Il y a des patrons sincères, j'en connais, je peux les citer, et des patrons qui savent que c'est une obligation, qu'ils pourraient payer s'ils ne respectaient pas les quotas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une adhésion et qu'ils ont compris que ce monde avait besoin de la vision des femmes, surtout dans cette période de crise, pour une construction nouvelle. Ça, c'est les réseaux d'entreprise. Sinon, oui, les réseaux sont nécessaires parce que les femmes ont besoin de se sentir encouragées par le regard de l'autre. Et en plus, c'est nécessaire. Moi, j'ai vécu ma solitude, c'est ma nature, ce qui est paradoxal dans le métier que je fais, parce que tout le monde pense que je connais la Terre entière. C'est vrai que je connais beaucoup de gens, mais j'ai une vie solitaire, personnelle. Et c'est une erreur, souvent, de faire ça parce que ces femmes qui ont envie de créer une entreprise et qui ont ce désir parce qu'elles ont le projet. Parce que là aussi, il faut faire très attention à la création d'entreprise. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a marre ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a un projet? Si c'est parce qu'on en a marre, c'est surtout une très mauvaise raison et il ne faut surtout pas lancer l'entreprise. On ne lance une entreprise que lorsqu'on a un projet, un produit et quelque chose de réellement de nouveau à apporter. Sinon, il ne faut pas
se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'à tous les coups, on va se casser la figure. Donc ça, c'est une règle de base. Une fois qu'on a décidé, une fois qu'on pense qu'on a un projet, un produit, et que celui-ci est rentable, ou en tout cas mettra peut-être du temps, mais correspond à quelque chose, il n'y a pas de raison que l'analyse qu'on va faire du marché ne soit pas positive si ça manque. C'est qu'il y a probablement quelque chose à faire. À ce moment-là, c'est toujours bien d'échanger. Et ma recommandation pour des entrepreneuses, c'est de ne jamais faire comme moi, c'est-à-dire de faire seule. Moi, je pense que si j'avais dans toutes mes entreprises eu des associés, ça aurait été différent, ça aurait été plus facile parce qu'il y aurait eu une répartition des tâches. On n'a pas tous les talents. Je ne sais pas que j'ai eu la prétention de penser que j'avais tous les talents, mais je ne voyais pas la nécessité et mon côté solitaire, j'avais peur toujours de heurter les gens dans ma façon de procéder, dans ma façon de faire et tout ça. Et j'ai eu tort. J'ai mis plus de temps à développer mes entreprises parce que je ne sais pas tout faire. Et c'est là où est l'intérêt d'un réseau, parce qu'on peut trouver dans un réseau aussi un futur associé. Donc, vous voyez, ça, c'est un atout. On peut aussi trouver des complémentarités. On peut trouver, dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, quand on crée une entreprise, on n'est pas obligé de recruter des comptables, des commissaires aux comptes, des juristes, des communicants. Tout ça, ça s'externalise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui s'exercent à part-time. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et en particulier dans les nouvelles entreprises qui se créent aujourd'hui, qui vont obligatoirement être numérisées, digitalisées, il ne faut surtout pas recruter des gens parce que c'est se mettre au départ des galères sur le dos. Parce qu'on sait très bien, Léa, vous le savez plus que quiconque, vous avez 140 personnes, vous savez ce que c'est que d'avoir des salariés et en plus dans cet état d'esprit français, de gens qui sont la plupart du temps même pas heureux de travailler. Ils ne se rendent pas compte, pour nous, patrons, ce que c'est de porter une entreprise et les nuits blanches et tout ça, ils sont toujours en train de nous critiquer. Donc aujourd'hui, c'est très très bien que de faire appel à des services externalisés qu'on peut trouver au travers des réseaux. C'est dans la connexion avec les autres qu'on s'enrichit. Et par contre, ce que moi j'ai toujours eu, alors ça c'est une autre façon de travailler, et c'est valable pour certaines boîtes, c'est peut-être valable pour notre, comment elle s'appelle-t-elle, notre petite brune là-bas à droite qui est dans ce monde de la restauration et que pour qui j'ai eu un petit coup de foudre l'autre jour. Moi, j'ai des boards. Moi, j'ai des boards ou des advisory boards, des comités. J'ai toujours eu ça. Pourquoi? Parce que je m'enrichis de l'intelligence des autres. Je pense que j'ai certaines compétences, j'ai certainement de l'intuition, j'ai des idées. Il m'est arrivé un truc hier, j'ai vu quelqu'un hier, je n'étais pas tout à fait prête. Eh bien, cette personne m'a écrit ce matin en me disant « Votre projet est formidable, il va changer l'Afrique et peut-être le monde ». Je veux dire, quelqu'un qui m'écrit ça, j'étais en larmes quand j'ai reçu ça parce que j'ai eu des doutes sur la véracité de ce rendez-vous, sur ce… Vous voyez, je me disais, est-ce que c'est trop tôt, je suis allée trop vite et tout ça. C'était juste merveilleux de recevoir ça. Puis après, j'ai une mauvaise nouvelle, ce qui fait que je ne suis pas connectée avec vous comme je le devrais parce que j'étais un peu… Enfin bref. Mais vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, et je pense que le monde d'aujourd'hui, et j'espère en tout cas, va amener un regard de bienveillance les uns par rapport aux autres. On sera peut-être moins égoïste aussi, et on sera peut-être dans plus de soutien et d'entraide. Et donc, ce que je recommande aux femmes entrepreneuses, c'est d'abord évidemment d'avoir plus d'ambition, de penser plus haut et d'arrêter de penser qu'elles ne sont pas à la hauteur des hommes. Je ne répéterai jamais assez que nous avons le même cerveau. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, on peut faire comme les hommes. Et qu'on soit un peu moins gonflé, c'est bien. Et de ce fait, aller dans des réseaux dans lesquels il y a des hommes, aussi est bien, justement, parce il faut aller sur leur registre, il faut aller sur les codes des hommes. Quand vous avez entendu l'autre jour Édouard Philippe qui disait, quand il mettait en place un gouvernement, et que quand il disait à tel, tiens, je te vois comme ministre, le type en question disait, ah mais oui, donc je vais faire ça, puis je peux faire encore ça et ça et ça. Quand il demandait à une femme si elle voulait être ministre, elle se posait la question de sa légitimité et si elle serait capable. Il faut que nous arrêtions. Et c'est pour ça que travailler avec des hommes et avoir des réseaux dans lesquels il y a des hommes est extrêmement important parce que nous devons apprendre de ce qu'ils ont, de leur talent, mais eux doivent apprendre aussi de nous. Et donc c'est ça, c'est ce monde-là dans lequel j'adorerais passer mes 5 prochaines années. Merci Aude. Voilà, je crois que chacun peut prendre ce que vous venez de dire. Alors, il va falloir que ça se termine. Il y a encore plein de questions, mais je vais en poser une pour donner la parole à chacun d'entre vous. Il faudra me répondre rapidement, sinon on ne va pas tenir notre timing. Pour 2021,
qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, on y va. Voilà, Lucie, tu commences? Eh bien, une adhésion à Femmes et Challenge. Tout simplement. Moi, on peut me souhaiter une levée de fonds réussie. Ça serait formidable. Ouais, très bien. Morgane, vous pouvez poser la question à Aude? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021? À moi personnellement, qu'on retrouve un semblant de vie normale pour que je puisse prendre mes enfants dans les bras et surtout mes petits-enfants, que je vois mais à distance. Donc c'est la première chose que je me souhaite égoïstement, et je souhaite que cette crise majeure et qui risque d'avoir beaucoup d'impacts économiques et donc sociaux nous amène à penser autrement, à réfléchir autrement le monde, pas seulement le nôtre. Moi, évidemment, je suis concernée par l'Afrique, mais les enjeux mondiaux aujourd'hui nous concernent. Voilà, que nous soyons à Honfleur, au Havre, ou moi à Paris ou à Marrakech, nous devons avoir ce regard. Voilà, et puis peut-être que nous, les femmes, nous soyons plus sympas, toutes les unes envers les autres, et qu'on accepte qu'on sache le talent qui est le nôtre et qu'on ose plus. Voilà ce que je souhaite plus globalement aux femmes. Mais vraiment, ma priorité, c'est de serrer dans mes bras mes petits-enfants. Merci Aude. Et Alain, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est à tous les entrepreneurs également, que les cieux de 2021 soient aussi positifs, plus positifs que 2020, et qu'on oublie un peu les problématiques, Covid et co, et que l'esprit entrepreneurial revienne, et avec des vrais projets, et qu'on se dise, OK, il y a une période qui est compliquée, mais demain, après-demain, de toute façon, il y aura du grand soleil. Donc, continuer à avoir cet esprit, on va continuer à travailler, de créer des emplois, de créer de la richesse, et d'essayer d'avoir le maximum de gens heureux de travailler, avec des gens soit salariés, soit alors indépendants. Merci. Vraiment, merci à tous les quatre. On va devoir terminer notre émission là. Vous dire que, en tout cas, cette émission, elle pourra être revue en replay dans quelques minutes, en fait, sur le Facebook, en fait, où toutes nos émissions depuis le début, on est à plus de 4000 vues sur notre direct du 4 décembre. On a dépassé 1200, 1300 vues pour notre première émission. Donc là, très belle émission. Je ne doute pas que nous ayons beaucoup de vues, parce que vos témoignages sont très inspirants et sincères, et c'est souvent ce que je dis dans Femmes et Challenge, on arrive à sortir cette sincérité et je pense cette inspiration. Donc merci beaucoup. Vous dire aussi qu'on se retrouve pour une prochaine émission le 15 décembre à 11h. Ce sera notre regard croisé. Alors, pour ceux qui n'ont jamais pu participer à un regard croisé, la plupart du temps, enfin d'habitude, c'est toujours en présentiel, à guichet fermé. Là, on a cette possibilité de participer. C'est le côté positif du digital. Donc, regard croisé, 4 très belles personnalités. La semaine prochaine, le 15 à 11h. Et puis après ça, il y aura également des questions en live. On innove encore avec un café business géant en sous-groupe, ou pour faire du business, pour faire connaissance. Et là, on est en plein dans le réseau. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Et à très bientôt.